Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Axe, bonjour, bienvenue dans Grand Écran, l'émission cinématographique de Radio Axe. Comme d'habitude, un programme alléchant avec mes deux complices de cinéma pour cette émission Grand Écran qui dure depuis un certain temps déjà. Je veux parler de Joël Hulot. Bonsoir Joël, comment vas-tu ? Bonsoir Richard, très bien. Merci. Tout va bien, on dirait, le sourire en lèvres, Oui. C'est parfait. En plus que le sourire s'entend au micro, donc c'est Et nous formidable. avons soleil aujourd'hui. Et on a du soleil dehors, du soleil un peu partout, surtout peut-être avec le film que tu vas nous présenter, mais je n'en dis pas plus. Deuxième complice à ce micro, Thérèse, comment vas-tu ? Ça va Richard, bonjour, bonsoir à tous. Toi, ça va toujours bien ? Ça va bien, c'est le printemps qui arrive, ça va. Voilà. Les petites fleurs partout qui percent. Ouais, ça fait du bien pourvu que ça dure. Hein. Donc, Ben voilà. Ça dure jusqu'à l'été. En général, statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, très joli programme, comme d'habitude, je dirais. Hein, dans Grand Écran, nous aurons donc nos trois chroniques habituelles. Le grand classique de Joël, le choix de Thérèse et ma petite chronique, les petites histoires du grand écran en toute fin d'émission. On commence tout de suite par notre première chronique, la présentation du grand classique de Joël. Alors, quel film as-tu choisi ? La Dolce Vita de Federico Fellini. Et c'est surtout pour se rappeler que le cinéma italien a eu une place prépondérante pendant un certain temps, comme l'Angleterre. Alors, ça s'est un peu perdu. Et malheureusement, un peu perdu sur la route. En effet, en Europe, le cinéma italien a beaucoup souffert évidemment de l'invasion des productions américaines, mais ça ne nous empêche pas de nous souvenir de beaucoup de plaisir de ces films italiens qui étaient notamment tournés à Cinecittà. Ouais, mais Est-ce qu'on sait si ça fonctionne encore, Cinecittà, encore de nos jours ? Hein, c'est pas sûr, hein, parce qu'on entend beaucoup moins parler. Mais Godard avait tourné Le Mépris là-bas. Ah, très bien. Donc, voilà, donc c'est pas moins vieux. Très bien. Bon, La Dolce Vita, c'est un film de 1960 en noir et blanc. Il a eu la Palme d'Or cette année-là à Cannes, et Georges Simenon présidait le jury à l'époque. Très bien, un bien connu du cinéma. Il a soutenu fermement la Dolce Vita parce que c'est un film qui a un peu déconcerté le public. C'était nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce film ? C'était nouveau. Je crois que tu nous as dit spécifiquement que justement que ce film est construit en épisodes, en séquences particulières. Voilà, en fait, moi, c'est ce que j'aime dans ce film, parce qu'il me rappelle que la vie est une succession de séquences, bonnes ou pas, mais présentées par Fellini, c'est un plaisir. Il est virtuose, dans la plénitude de l'art, un créateur original avec une maîtrise de la technique. Très bien. Et donc, voilà, ces séquences sont articulées pour raconter une histoire qui a quand même une continuation, n'est-ce pas ? Mais avec des scénarios bien précis pour chaque séquence. C'est un peu ce que tu m'as dit en préparant l'émission ? Ouais, le résumé du film... Bon, Marcello est un chroniqueur mondain sulfureux. Alors ça, c'est donc, on entre dans les personnages. Marcello est un des personnages du film, donc la Dolce Vita. Oui, et il nous emmène dans une déambulation qui peut aller de l'appartement inondé de la prostituée au château de l'aristocrate hors sol, de l'apparition de la Vierge à l'intellectuel dépressif, à la soirée des gens de l'argent du cinéma et de ses satellites. Très bien, donc il a une vie plutôt aventureuse, ce Marcello. Hein. Oui, et c'est le film qui parle le plus de lui, en fait. Hein. Il a été aussi chroniqueur, enfin, on reviendra dessus tout à l'heure, peut-être. Et puis, savoir que le film de chevet de Fellini était la Divine Comédie de Dante. Peut-être le livre de chevet. J'ai dit quoi ? Le film. Ah ouais, non, le livre de chevet de Fellini, mais il devait penser à son film aussi. Sans doute, oui. Était la Divine Comédie de Dante. Donc ce film, c'est avoir la clé de cette information, c'est savoir il faut traverser l'enfer pour atteindre le paradis, descendre dans l'enfer même, puisque le paradis est en dessous.
Eh bien, on est servi. Si on cherche le paradis maintenant, grâce à la Dolce Vita, oui. on sait à peu près où il est. Est-ce qu'on peut dire donc, on continue un petit peu sur le synopsis, sur le réalisateur. Sur le réalisateur, bien sûr. Bien sûr. Bon, donc c'est un réalisateur italien né à Rimini le 20 janvier 1920. Ses années d'internat dans un collège confessionnel à Fano ont à voir avec la persistance des thèmes et symboles religieux dans toute son œuvre. On voit ça l'a poursuivi. Hein. D'accord. Et il découvre le cirque aussi, qu'on peut retrouver dans ses films. Selon la légende, c'est lors d'une fugue. Ouais. Et puis après, on le retrouve à C'est-à-dire que lors d'une fugue, il est allé au cirque un jour dans sa vie. Oui, on l'a retrouvé dans le cirque. Et plus tard, à Florence, puis à Rome, il est caricaturiste dans des hebdomadaires humoristiques. Et on se souvient des très belles gouaches qu'il a réalisées pour ses films, entre autres pour bon, le nom m'échappe, ça va me revenir. Ça reviendra un jour. Après un séjour à la rédaction du quotidien Il Popolo, il a une belle formation, hein, Il Popolo di Roma, d'où le héros de la Dolce Vita. Et sans doute le personnage le plus autobiographique. Donc voilà. le héros de la Dolce Vita, on a compris que c'était ce certain Marcello. Voilà. On est d'accord, qui est incarné par un autre Marcello. Marcello Mastroianni. Voilà, peut-être le plus célèbre de tous les Marcello. Et le plus beau. Italien, je sais pas. Voilà. Et après, il touche aussi à la radio. Hein. Alors là, on revient sur Fellini. Oui. Donc Fellini est un touche à tout. Il est passé par toute une gamme d'apprentissage. Alors à la radio, il produit des petits textes comiques et surtout il rencontre Giulietta Massina qu'il épouse en 1943 et qui sera sa femme jusqu'au bout. Très bien. Et jusqu'au bout, c'est quand? Alors il est décédé en quelle année? Enfin, il est décédé il y a un certain temps déjà. Hein. Voilà. Ouais. Et à la fin de la guerre, il fait une rencontre déterminante parce que tout ça c'est lié aux publications papier. Et après, il fait une rencontre déterminante pour sa carrière cinématographique, Rossellini. Son seul maître, comme il dit. Rossellini. Bah oui, ça sont des noms qui évoquent des très très beaux films un petit peu anciens. Est-ce qu'on peut dire une petite chose sur la musique ? Parce que je crois que le compositeur qui a composé la musique de la Dolce Vita est très connu. Nino Rota est inoubliable et qui a fait beaucoup de films et Fellini a été très fidèle à ce musicien et ce créateur aussi. Un petit mot sur la suite de la distribution, peut-être, parce que je me suis un petit peu... C'était avec Anita Ekberg, Anouk Aimée, c'est la blonde et la brune. Voilà. Mais... Et donc, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que ce film a décontenancé un petit peu son public au départ, justement parce que il se décomposait en épisodes un tout petit peu, pas complètement indépendants les uns des autres, mais un petit peu quand même. Et c'était nouveau. Et c'était nouveau à l'époque. Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, Joël, dans ce film? Et pourquoi il faut absolument le revoir? Fellini avait été impressionné par Marilyn Monroe. Dans le film La Dolce Vita, on peut la suivre par des citations qui la concernent. D'accord. Et Fellini raconte qu'il avait été témoin d'une scène dont Marilyn avait été la victime d'une scène dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et qu'il a retransmis dans son film. Donc, dans son film, dans une soirée, la blonde couverte de plumes, c'est Marilyn. C'est Marie. Voilà, si vous retrouvez donc des monstres sacrés du cinéma mondial, direction la Dolce Vita, Palme d'Or en 1960, c'est ça? Voilà. Mais la blonde de la Dolce Vita, on peut dire c'est l'inverse de Marilyn, celle qui vient de Hollywood et sort de l'avion à Rome. C'est Anita Ekberg, sculpturale, solide, libre de ses mouvements, l'inverse de Marilyn. Voilà, il a choisi une blonde différentes. Donc, si vous voulez passer d'un extrême à l'autre, en voyant des très belles actrices, direction la Dolce Vita, film de 1960. Oui, je voudrais dire un mot sur la TR3. La quoi, pardon? La TR3, la Triomphe dans le film. C'est une voiture. Attends, voilà, parce que c'est l'alter ego de Marcello, il ne la quitte pas. Et cette voiture, je l'affectionne particulièrement parce que j'ai vendu des Triomphes pendant une journée.
Toi, Moi, j'ai vendu des triomphes. Il faut dire que tu es pendant toi-même. Une journée. Tu es toi-même commerçante. Enfin, j'ai vendu des triomphes pendant une journée. Des triomphes pendant une journée. Ben voilà, ça t'a fait faire donc, je les connais bien. Affaires. Thérèse, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. La Triomphe, le garage Triomphe était rue Cardinet à Paris. Bah oui. Et j'ai travaillé chez Triomphe. Ah bah oui. Est-ce que tu te souviens donc de cette anecdote comme quoi Marcello Mastroianni possédait une Triomphe dans ce film? Non, je savais pas, mais bon. Bien cette voiture. Aussi un mot sur son Casanova, parce que le Casanova 1975, et c'est un film qui m'a scotché dans mon fauteuil pendant 2h46. Et ben voilà. Donc, c'est pareil. La conclusion, c'est Fellini. C'est énorme. C'est énorme et c'est du grand art. Merci pour nous avoir donné cette envie de redécouvrir ce film de 1960, La Dolce Vita, un film par épisode, ce qui était très très un petit peu incroyable pour l'époque. Donc Thérèse, tu nous as parlé de voitures. Si tu nous parles un peu de cinéma maintenant, puisque tout à fait, bien sûr. Tu nous as aussi préparé une petite présentation d'un film qui est pas tout jeune non plus. Hein. Et non. Je te laisse le présenter. C'est aussi un film en noir et blanc. Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup ému. Donc, je suppose que ce serait intéressant de le revoir. C'est un film de Yves Allégret qui s'appelle Les Orgueilleux. Très bien. Et donc, les deux acteurs principaux sont le merveilleux Gérard Philippe et la belle Michel Morgan. Ça déjà, si ça fait pas envie, je sais pas ce qu'il vous déjà, alors c'est un magnifique film d'amour et qui démarre pas du tout en film d'amour, bien au contraire, mais qui va se terminer vraiment en film d'amour. Alors. Bon, donc pour parler un petit peu de Gérard Philippe, c'est un beau monsieur qui est mort très tôt, qui est mort à 37 ans et en tournant aussi un film au Mexique, on suppose qu'il a attrapé une maladie. Un microbe qui lui a donné une hépatite et il est mort il avait 37 ans. C'est pas en tournant Les Orgueilleux? Non, pas du tout. Un autre film plus tard. Parce que Les Orgueilleux était aussi un film qui a été tourné aussi au Mexique, mais c'est un deuxième film qu'il a tourné aussi au Mexique qui s'appelait La fièvre monte à El Paso. El Pao, pardon, excuse-moi, oui, El Pao. Beau film également. Voilà. Ouais. Et on suppose qu'il a attrapé et qu'il est donc décédé à 37 ans de cette maladie. Il est enterré à Ramatuelle, donc à côté de Saint-Tropez, et sa famille a tenu à ce qu'il soit enterré avec sa tenue du CID. Voilà. Le CID, donc, qu'il jouait au théâtre, au TNP, au théâtre qui était tenu par Jean Vilar à l'époque. Oui. Et il a joué beaucoup de classiques, il a joué le Cid, donc il avait le rôle de Rodrigue. Ouais. Donc sa famille l'a enterré avec ce costume de Rodrigue. Voilà. Donc il a d'abord commencé par le théâtre, il a fait beaucoup de classiques, notamment les Corneille, les Racine, enfin voilà, tous ces grands classiques. Et après il s'est tourné vers le cinéma, il a fait un petit peu les deux choses en même temps, c'est comme il a eu une carrière très courte quand même. Bon. Et alors, ce rôle des Orgueilleux, qui est donc un film en noir et blanc, qui est de Yves Allégret. Oui. Voilà. On le connaît très bien. Voilà. Donc, ça se passe donc au Mexique. Et alors, c'est l'histoire l'histoire d'un couple qui arrive au Mexique. Donc, Michel Morgan et son mari. Et ils arrivent en pleine épidémie. Et le mari décède de l'épidémie. Bon. Le mari de Michel Morgan, ce sont deux touristes qui arrivent au Mexique. Bon. Et le mari décède. Bon. Et il y a un seul médecin dans le village, c'est dans un petit port, un seul médecin qui est débordé parce que l'épidémie gagne tous les enfants, les gens âgés, les jeunes, les hommes, les femmes. Le médecin est débordé. Et dans ce village, il y a donc le rôle de Gérard Philippe et celui d'un médecin, voilà, qui a été déchu de la médecine parce qu'il avait fait une erreur médicale. Il habitait avant à Paris et il a été déchu, donc il s'est retrouvé au Mexique et en fait il devient clochard. Bon, il est alcoolique, clochard, etc. Et cette épidémie d'un seul coup lui fait a relancé sa carrière de médecin. Donc c'est il a beaucoup de choses à faire, il est débordé, il s'aperçoit que tout le monde est en train de mourir. D'un seul coup, il se souvient qu'il est médecin et son confrère le pousse à
à refaire son travail. Donc là, Reprendre la médecine. Voilà, de reprendre la médecine. Et alors là, il se souvient que maintenant, l'autre lui confie un rôle très délicat, celui de faire des ponctions lombaires. Alors, des ponctions lombaires, il y a que les médecins qui peuvent le faire, et c'est un acte médical extrêmement difficile Et à si faire. possible, des médecins pas complètement bourrés. Tant qu'à faire. En pleine possession Donc, de leurs moyens. Voilà, donc là, il boit plus, il se lave les mains, il redevient médecin. Donc, à la faveur d'une épidémie qui tue de nombreuses personnes. Voilà, Quelque part, exactement. Ce malheur lui permet de rebondir. Lui permet de rebondir comme ça. Et donc là, il rencontre Michel Morgan qui, elle aussi, a peur d'être atteinte de cette maladie, et il va lui faire une ponction lombaire. Et là, tout part de là. Enfin, le film d'amour se construit là-dessus. D'accord. Et bon, je dis pas la fin, hein, je pars. Non, surtout pas. Bah, voilà. Il faut donner à nos auditeurs. Il faut avoir envie de le voir. De le voir, voilà. Voilà. Et dans ce film aussi, Gérard Philippe danse avec une petite fille. C'est très très joli, il y a une très belle musique. Et il danse avec une petite fille, c'est très très beau. Donc voilà, je veux pas en raconter plus. Non, mais c'est déjà pas mal. Ça nous donne déjà envie de revoir ce film. Il est sorti en quelle année, ce film ? Il est sorti en 53. Très bien. Je signale que cette musique dont tu nous parlais, tu sais qui l'a écrite ? Non. Le compositeur s'appelle Paul Mizrachi. Il est très connu pour avoir beaucoup écrit pour la chanson française. Et il se trouve que comme ce film, donc nous parlons des Orgueilleux de Yves Allégret, est une coproduction franco-mexicaine, oui. et aussi une distribution, et donc un musicien aussi qui a collaboré au film qui s'appelait Gonzalo Curiel. Et c'est là où il danse avec la petite, alors, voilà. sur ce thème. Sur un thème composé par Gonzalo Curiel. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'acteurs mexicains dans ce film. Oui. Hein, donc, alors évidemment, si je dis leur nom, ça va pas vous pas trop nous, non. Pas trop nous parler. Lopez, Moctezuma ou Victor Manuel Mendoza. Voilà. Ça nous dit trop rien. Voilà. Et pourtant, ils ont bien participé au film. Il paraîtrait que Martin Scorsese aurait été très impressionné par une scène un tout petit peu érotisante jouée par Michel Morgan, oui. Voilà, et qu'il aurait été très très impressionné par ça et que ça l'aurait influencé. Oui, je la revois la scène. Elle arrive, elle a très chaud, elle est donc allongée et là elle se passe le ventilateur sur tout le corps. C'est très érotique. Il y a une histoire de glaçon aussi. Oui, voilà, c'est le glaçon qu'elle fait. Oui, voilà, exactement. Et puis alors il y a le patron du bar qui la guigne un petit peu. C'est une belle femme, hein, donc elle arrive, voilà, et il voudrait bien, voilà, mais Belle, ça va pas. Non. Elle devient vraiment très, très, un petit Grèce avec lui. Bon, on voit à tes yeux, Thérèse, que tu as beaucoup aimé ce film. Ah oui, parce que c'est une belle histoire d'amour. Très bien. Voilà. Écoute, alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce film avec toi, Thérèse, ou est-ce qu'on a un dernier mot à dire à nos auditeurs là-dessus ? Ben oui, on pourrait dire quand même que, un petit peu en revenant sur Gérard Philippe, qu'il a quand même tourné malgré tout, qu'il ait eu une carrière très courte, il a quand même tourné dans des films qui sont très importants comme L'Idiot. Ouais. Je pense que tu l'as peut-être tiré du roman de Dostoïevski. Ouais, exactement. La J'adore. Chartreuse de Parme. Chartreuse de Parme. Voilà. Tu dois connaître, Joël ? Bien sûr. Bien sûr. Alors pour revenir revenir un petit peu en arrière sur les émissions que j'ai fait avec toi déjà, cher Richard, il faut savoir que dans La beauté du diable, où je t'avais parlé de Michel Simon, Et déjà de le jeune qui vraiment a été dans le film principal de La beauté du diable, il y a Gérard Philippe qui joue avec Michel Simon. Absolument. Et c'est lui qui fait le rôle de la jeunesse. Voilà, il fait le rôle de La jeunesse retrouvée. et de la beauté. Et de la alors beauté. Que Michel Simon, dont tu nous as parlé avec beaucoup Exactement, d'attention, exactement. Eh bien, lui, il personnifie un petit peu la diabolisation de Voilà. de Et il a l'histoire. tourné aussi dans Le Rouge et le Noir. L'acteur, le Gérard rôle Philippe. principal. Ouais. Gérard D'accord. Philippe, bien Très bien. sûr. Bien sûr. Et il ne Bien faut sûr. pas oublier de dire qu'il a donné son nom à l'espace Gérard Philippe à À Sartrouville. Voilà, parce que- déjà. Et dans les grandes manœuvres qu'il joue avec Michel Morgan. Michel voilà. Morgan, oui, aussi, exactement. Voilà, où il joue le rôle d'un dragon à cheval. Je Voilà. crois, voilà, Mais pour moi, si tu veux, Gérard Philippe, il incarne, je vais le dire, la virilité et en même temps le romantisme. Très bien. Il a ce visage viril et romantique à la fois. En tout cas, merci. Là, c'est merveilleux, ça. Oui, exactement. Il a tout ce qu'il faut, ce garçon-là. C'est Il avait dommage. tout. C'est dommage qu'il soit mort si jeune, évidemment. Merci. C'est un donc. fils d'émigré, bon. tchèque, je crois. Tchèque. Ah, bah ça, je ne savais pas.
Si. immigré tchèque. Donc c'était pas son Oui, vrai nom, Gérard Philippe? Non, c'était pas son vrai nom, mais je l'avais noté et puis tu vois, je l'ai Écoute, on en parlera avec plaisir lors d'une prochaine. Son père émission. était avocat, je crois, il me semble. D'accord, Ouais, donc. ma cousine me racontait que lorsqu'elle allait au TNP, que Gérard Philippe jouait, les jeunes filles se mettaient au premier rang avec une boîte et recevaient les postillons de Gérard Philippe et repartaient avec. Ça, c'était longtemps avant le Covid. Ça, tu vois, je savais pas. Voilà. Eh bien, écoutez, alors on est tous un peu fétichistes, un peu à sa Non, mais c'est manière. vrai qu'il était vraiment très, très un beau monsieur. Et merci de nous avoir fait partager ta passion pour Gérard Philippe d'un côté et ce film Les Orgueilleux de l'autre, de Yves Allégret en 1953. Bien, je vais me permettre de rajouter mon petit grain de sel avec ma petite chronique. Alors, petite chronique, les petites histoires du grand écran. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que j'ai découvert sur Arte. C'est un film islandais. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un film islandais dans votre vie? Voilà. Non. Alors, C'est possible sans le savoir. c'est possible sans le savoir. Alors, ça m'est arrivé donc pour la première fois il y a quelques temps. Quelques mots sur le cinéma islandais. Hein, c'est un petit pays où à peine 450 000 habitants, hein, quelque chose comme ça, qui produit quand même une dizaine de films par an. Voilà, c'est quand même pas mal pour un pays qui n'a que si peu d'habitants. Alors, ce film s'appelle Mjölk. Mjölk, ça veut dire le lait. Ça raconte l'histoire d'une femme qui possède une exploitation laitière dans un petit village près de Reykjavik, et à la mort de son mari, elle est obligée de reprendre un peu les rênes de cette entreprise. Le problème, c'est que elle dépend d'une coopérative qui impose des lois que certains agriculteurs locaux trouvent très très abusives. Alors, en effet, il n'y a pas de quoi rire, mais c'est vrai que le cinéma islandais, si on veut en faire la découverte, je vous cache pas qu'il y a quelques petites difficultés. Tout d'abord, nos amis islandais sont sans doute très sympathiques, mais à voir ce film, on a l'impression qu'ils rigolent à peu près une fois par an, en moyenne, et que peut-être ils avaient dû rigoler la veille du tournage, parce qu'on voit pas beaucoup de sourires dans cette production d'un réalisateur qui s'appelle Grímur Akonarson. Donc, vous voyez, ça déjà, il faut se mettre un petit peu dans l'ambiance de l'Islande, une ambiance dont à laquelle on n'est pas très habitué. Il y a aussi autre chose, il faut s'habituer aussi à la langue. C'est une langue un petit peu rocailleuse, qui possède des sonorités auxquelles nous on n'est pas habitué non plus. Et je ne cache pas aussi que si on veut découvrir le cinéma islandais, il y a peut-être parfois des petites difficultés de prononciation. Par exemple, si je veux lancer le film, nous allons voir Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo. Alors, tout ça, ça claque, c'est facile. En revanche, si je veux parler du film Mjölk de Grímur Akonarson, c'est déjà plus difficile à prononcer, avec dans les principaux rôles Arndís Rön Egilsdóttir, il y a aussi Svein Olafur Gunnarsson et Sigurdur Sigurjónsson. Donc vous voyez, au niveau de la présentation, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a aussi autre chose, c'est que parfois, même quand on voit un film donc islandais, mais qu'on a les sous-titres, on a même du mal à lire les sous-titres, parce que certains sous-titres sont écrits avec des caractères qui sont propres à l'écriture islandaise et qui n'existent pas non plus dans notre alphabet. Donc tout ça fait quand même que il faut un petit temps d'adaptation pour aborder le cinéma islandais. Mais si vous avez la possibilité de revoir ce film, Mjölk, il était donc sur Arte. Il est peut-être encore disponible sur le replay d'Arte. Voilà, alors j'ai parlé de la production de films islandais, à peu près 10 films par an. Est-ce que vous savez quel est le pays qui produit le plus de films au monde? Pas du tout. L'Italie. Tu penses que c'est l'Italie au film au monde aujourd'hui? Tu dis que c'est l'Italie. Moi, je dis la France. Tu penses que c'est Alors, la les France? États-Unis. Ah, on a envie de dire les États-Unis, Oui. parce qu'ils inondent le marché. Oui. Eh bien non, ils ne sont pas les premiers. Ils sont Me dis bien pas que ce sont placés. les Islandais quand même. Non, non. Bon. Avec 10 films seulement, non, ils auraient un petit peu de mal. Les États-Unis produisent entre
450 et 500 films par an. C'est pas mal. C'est énorme. Nous, la France, on est le pays en Europe qui en produit le plus, qui est bien déjà, entre 200 et 300 films par an, qui est un très très bon résultat pour un pays européen. Mais de loin, et le film qui produit, et de loin, la plus grosse somme de films par an, c'est l'Inde. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais pas tant que ça, puisqu'ils ont une grande industrie du cinéma, un peu à l'image de Cinecittà dont on parlait tout à l'heure. Et mais des longs métrages, tu parles des films vraiment films de fiction, longs métrages, absolument. Ils produisent en Inde près d'1 millier de films par an. C'est fou ça. Soit pratiquement 2 fois plus que les États-Unis. Alors évidemment, il s'agit de petites des romances. Voilà, ce sont des romances un petit peu à l'eau de rose. Un titre qui nous rappellera bien des souvenirs à Joël et moi, mais on y reviendra dans une autre émission. Avec qui combinent des petites histoires un petit peu un cuculapraline, si on peut dire, et des danses, beaucoup de danses, des musiques également. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le cinéma indien se décline en un très très grand nombre de langues locales. Il y a énormément de langues différentes en Inde. Mais est-ce qu'il y en a un que l'on connaît bien, par exemple en France, un film, voilà. Il y aurait Slumdog Millionnaire, qui est un film indien. Il y a aussi toutes les productions de Satyajit Ray, qui a fait beaucoup de films qui ont été montrés en Europe. Puis comme ça, ce sont deux schémas qui viennent à l'idée. Mais en effet, il y aurait aussi à dire sur le cinéma indien qui ne produit pas que des petites choses à la Bollywood. C'est de ça dont je parlais, Bollywood qui produit ces films un peu musicaux. Il y a vraiment un grand film que l'on a apprécié, par exemple en France, ou je sais pas moi. Slumdog Millionnaire, ça a eu. Et j'ai vu aussi un autre film qui a eu du succès en France, c'est The Lunchbox. La boîte, c'est la gamelle qu'on apporte pour manger. C'est l'histoire d'un gars dont les gamelles sont faites par une femme dont il fait la connaissance. Et de la part, une histoire je vous dirai plus tard. On fera peut-être toute une émission là-dessus. Un dernier mot sur le cinéma indien. De nombreuses langues sont représentées dans le cinéma indien. L'hindi, le tamoul, le telugu, ce sont des dialectes alors. Ce sont des dialectes, langues locales, le bengali. Donc tout ça fait que l'Inde est le premier producteur de films par an. Voilà. Un dernier petit mot concernant ma rubrique. Il s'agit de faire une petite allusion à ce qui s'est passé le 25 février dernier. Il y a eu la cérémonie des Césars. Donc un coup de chapeau au meilleur film, Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli. Meilleure réalisation pour Léos Carax, qui sort un petit peu du surnom du réalisateur maudit qu'on lui donnait à une certaine époque. Léos Carax, donc meilleur réalisateur pour le film Annette. Meilleure actrice, c'est Valérie Lemercier pour le rôle dans Aline. Alors qu'est-ce que c'est que Aline ? C'est un faux biopic en fait de sa chanteuse préférée qui est Céline Dion. Alors voilà, dans ce film, elle s'appelle Aline, elle tient le rôle principal, Valérie Lemercier. Et il paraît que d'ailleurs la famille de Céline Dion n'a pas beaucoup apprécié le film. Tiens non. Voilà, donc à vous de voir, ça s'appelle Aline, de et avec Valérie Lemercier. Voilà, écoutez, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. On est passé en même moins d'une demi-heure du cinéma italien avec la Dolce Vita de Fellini grâce à Joël. On a fait un détour par le cinéma franco-mexicain avec Les Orgueilleux. Encore une belle évocation de Gérard Philippe. Et puis voilà, puis avec mon petit grain de sel qui vous a parlé du cinéma islandais, on est passé par toutes les couleurs, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Rendez-vous. On a fait le tour du monde là. Pratiquement, oui. Rendez-vous bientôt pour d'autres aventures cinématographiques. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Bientôt.